Aujourd'hui, je vais vous parler de Morsure de Kelly Armstrong. Donc, c'est un livre que j'ai choisi à cause de sa couverture. Très sobre, noir, bon, avec des taches de sang, certes, mais c'est sobre. On se demande, tiens, ça va être sur quoi? On sait que c'est fantastique, vu le rayon, je l'ai pris. Vampire, loup-garou. Oui, je lis rarement la quatrième de couverture pour savoir de quoi ça parle. J'aime bien le suspense parce que souvent derrière, ça nous en révèle trop sur l'intrigue. Et voilà. Du coup, je fais pas attention à ce qu'il y a derrière. Et donc, j'ai la surprise d'arriver au milieu de savoir de quoi ça parle. Donc, ce livre mystérieux, il parle de Helena Michaels et de loup-garou. En fait, donc Helena, c'est une jeune femme qui n'est pas née loup-garou et qui doit réussir à faire le juste milieu entre sa vie de loup-garou et sa vie de femme normale. Elle essaye à tout prix d'être normale, elle rejette sa meute, tout ce qu'elle connaît des loups-garous, elle veut vivre toute seule, faire sa vie d'humaine. Et quelque chose va se passer. Et du coup, elle va se retrouver à retourner dans sa meute pour les aider parce que c'est quand même sa famille, elle leur doit bien ça. Et il va s'ensuivre toute une affaire de micmac, qu'au final, elle va vraiment devoir faire un choix entre les deux vies. Laquelle vie va-t-elle choisir? Moi je sais. Je connais la fin. Donc, j'ai bien aimé ce livre. J'ai mis un peu plus de temps que les autres pour le lire. Mais c'est pas parce que j'ai pas réussi à me mettre dedans, mais c'est juste que le travail, la fatigue, tout ça, j'ai pas tout lu en même temps. Du coup, j'ai mis plus de temps à le lire que d'habitude. Qu'un livre normal. J'ai bien aimé, mais parfois il me perdait un peu, parce qu'on est dans le présent. D'un coup, donc c'est à la première personne, c'est Elena qui raconte. D'un coup, on repasse dans son souvenir pour revenir à la réalité. Et des fois, je me perdais un peu dans le passé et présent. Je me perdais. Tous les mœurs des loups-garous est assez bien expliqué. Qu'est-ce que c'est qu'un cabot, par exemple? C'est un loup-garou qui a décidé de pas s'intégrer aux humains et de tuer les humains et de faire n'importe quoi au péril de faire découvrir la nature des loups-garous au monde humain. Ça arrive. Méchant cabot. Cabot, c'est méchant comme nom en plus, donc ça leur va bien. Et les vrais loups-garous avec leur meute, où ils sont bien communautaires, comment ça se passe chez eux, qu'ils sont violents mais entre eux, mais ils savent qu'ils marquent pas de toute façon, enfin ça s'efface vite. Alors on s'en fout si je te donne une bonne torgnole, c'est parce que je t'aime bien. Un peu maso, je trouve. Sado aussi parce qu'ils aiment bien les donner. Donc c'est un milady, donc on a sa part de sexe, d'aventure, de scènes d'action. Tout est bien dosé. On ne s'ennuie pas trop, c'est pas trop plan-plan. On a toujours un moment où on dit ah oui mince c'est vrai, et lui qu'est-ce qu'il faisait? Ah merde il est mort. C'est ça. Ils ont pas peur de sacrifier des personnages pas trop importants pour nous, mais importants pour le héros. C'est un bon point. C'est triste, mais c'est bien parce que ça permet de faire avancer l'histoire. Et l'histoire d'amour au centre, très bien écrite. Même si des fois on a envie de la taper Elena parce qu'elle réalise pas certaines choses que nous on voit depuis le début. Mais on est comme ça, hein. Quand c'est toi le héros de l'histoire, tu sais jamais ce qui se passe, mais quand tu regardes les autres, tu devines tout de suite. Donc on a beau dire j'ai envie de la taper parce qu'elle n'y arrive pas, mais si on était à sa place, on aurait fait comme elle. C'est l'humain. C'est le côté humain de tout le monde qui gâche tout. Ah oui, et une autre chose. Dans ce livre, j'ai trouvé, moi qui raffole pas des dialogues non plus, mais j'ai trouvé que ça manquait beaucoup de dialogue. On est souvent dans le monologue d'Elena, monologue encore. Pas beaucoup dans les dialogues, du coup on sait pas trop ce que les autres pensent. Petit défaut, il faut toujours retrouver. Voilà, grosso merdo. Et la fin, je la trouve un poil trop rapide. Je peux pas trop en dire sans dévoiler l'intrigue, mais je la trouve trop rapide au niveau de la mort ou de la fin des ennemis de la meute. Je trouve ça trop, je sais pas,
Je m'attendais à mieux parce qu'on arrive à la fin dans les genre 10 dernières pages, même pas. C'est bâclé. Tout ça pour ça. Mais ça finit plus ou moins bien. Plus ou moins pareil parce que l'histoire d'amour elle se clôture mais sans trop, on se dit peut-être que il y a un tome 2. Et oui, mais je l'ai pas lu du coup, je sais pas. Il va falloir que je lise. Mais là c'est fait exprès. Et voilà. J'ai trouvé plutôt facile à lire, donc bien écrit plutôt. J'ai vu pire. On s'ennuie pas dans des détails de description, de machin. C'est bien. On va peut-être pas lire les remerciements. Il faut que j'y aille. J'ai résisté toute la nuit. Je vais perdre. Combat aussi vain que celui d'une femme qui éprouve les premières contractions et juge le moment mal choisi pour coucher. La nature va gagner, comme toujours. Après de 2h du matin, il est trop tard pour ces bêtises, j'ai besoin de sommeil. Les 4 dernières nuits passées à bosser comme une dingue pour respecter une date limite m'ont épuisé. Peu importe. La peau commence à me brûler là où elle picotait au niveau des coudes et des genoux. Mon cœur passe si vite que je peine à respirer. Je serre les paupières, soit de toutes mes forces que ces sensations disparaissent, mais en pure perte. Philippe dort auprès de moi. C'est pour lui aussi que je préfère éviter de sortir, de me glisser dehors une fois encore au beau milieu de la nuit pour revenir lui présenter un temps d'excuses minables. Si seulement je pouvais attendre un jour de plus. Mes tempes se mettent à palpiter. L'impression de brûlure s'étend à la peau de mes bras et de mes jambes. La rage forme une boule compacte dans mes tripes, au bord de l'explosion. Il faut que je sorte d'ici. Il me reste peu de temps. Philippe ne bouge pas quand je quitte furtivement notre lit. J'ai fourré un tas de vêtements sous ma coiffeuse pour éviter de faire grincer tiroirs et placards. Je ramasse mes clés en crispant le poing pour les empêcher de cliqueter, puis j'ouvre tout doucement la porte et je me faufile dans l'entrée. Tout est silencieux. La lumière semble affaiblie, comme terrassée par le vide. Quand j'appuie sur le bouton de l'ascenseur, celui-ci se plaint d'un grincement qu'on le dérange par ailleurs. Le rez-de-chaussée et le vestibule sont tout aussi vides. À cette heure-ci, les gens qui ont les moyens de payer un loyer si près du centre de Toronto dorment à Pont-Frédéric. Une démangeaison cagne mes jambes, s'ajoutant à la douleur si bien que je recroqueville les orteils dans l'espoir qu'elles disparaissent. Peine perdue. Je baisse les yeux vers les clés de voiture dans ma pomme. Il est trop tard pour rouler jusqu'à un lieu sûr. La démangeaison vient de s'intensifier pour devenir vive brûlure. Clé en poche, j'arpente les rues à la recherche d'un endroit tranquille où procéder à la mutation. Tout en marchant, je note mentalement la progression de la sensation le long de mes jambes, puis de mes bras et de ma nuque. Bientôt, bientôt. Quand mon cuir chevelu commence à picoter, je comprends que j'ai marché aussi loin que possible et je me mets en quête d'une ruelle. Dans la première, 2 types se serrent dans un carton déchiré qui a contenu un téléviseur grand écran. La suivante est vide. Je me dirige d'un pas vif vers l'autre extrémité, où je me déshabille rapidement derrière une barricade de poubelle avant de cacher mes vêtements sous un vieux journal. Puis commence la mutation. Ma pose s'étire. Tandis que la sensation s'amplifie, je tente de repousser la douleur. Quel mot insignifiant, souffrance conviendrait mieux. Douleur traduit mal l'expression de se faire écorcher vivre. J'inspire profondément, concentre mon attention sur la transformation et me laisse tomber à terre, pliée en deux. Ce n'est jamais facile. Je suis peut-être trop humaine. Tout en luttant pour garder les idées claires, je m'efforce d'anticiper chaque phase et de positionner correctement mon corps, à 4 pattes, tête baissée, bras et jambes tendus, poings fermés, dos cambré. Les muscles de mes jambes se nouent et se contractent, haletantes. J'essaie de me détendre. La sueur coule à flot, mais mes muscles acceptent enfin de se dénouer. Suivent les 10 secondes infernales qui me faisaient autrefois jurer que je préférais mourir plutôt que de revivre ça. Puis tout prend fin. Me revoilà transformée. Je m'étire et cligne des yeux. Autour de moi, le monde a gagné une gamme de couleurs inconnues de l'œil humain, subtiles nuances de noir, de brun et de gris que mon cerveau s'obstine à convertir en bleu, rouge et vert. Je lève le nez et j'inspire. Avec la mutation, mes sens déjà perçants s'affinent encore davantage. Je perçois des senteurs d'asphalte frais, de tomates pourries, de chrysanthèmes en pot, de vieilles sueurs, et un million d'autres encore mêlées en une odeur si puissante qu'elle me fait tousser et secouer la tête. Quand je me tourne, j'aperçois des fragments déformés de mon reflet sur une poubelle cabossée. Mes propres yeux me regardent fixement. Je retrousse les babines et me montre les dents, mes crocs blancs étincelants sur la surface métallique. Je suis un mou de 65 kilos à la fourrure d'un blond pâle.
Mes yeux où brille un éclat de froide intelligence, où couvre une férocité qui ne saurait être qu'humaine, dont sont la seule partie de moi-même qui n'est pas disparue. Je regarde autour de moi et inhale de nouveau les parfums de la vie. Ici, je me sens nerveuse. L'espace trop confiné empeste l'humain. Je dois me montrer prudente. Si l'on me voit, on me prendra pour un chien, un bâtard de grande taille, peut-être un croisement de husky et de labrador couleur paille. Cela dit, on est en droit de s'inquiéter devant un chien de ma taille en liberté. Je m'enfonce dans la ruelle et me mets en quête d'un chemin traversant le ventre de la ville. Mon cerveau est engourdi, désorienté, non pas pour mon changement de forme, mais par l'anormalité de mon environnement. Je n'arrive pas à me repérer et la première ruelle que j'emprunte se trouve être celle que j'avais explorée sous forme humaine, celle où deux hommes sont assis dans un carton Sony décoloré. L'un d'entre eux est à présent réveillé. Il distend entre ses doigts les vestiges d'une couverture incrustée de crasse comme s'il espérait l'agrandir assez pour se protéger de la froideur de cette nuit d'octobre. Il lève la tête et me voit. Ses yeux s'écarquillent. Il commence par se faire tout petit, mais se ressaisit ensuite. Il prononce quelques mots. Sa voix se fait caressante, adopte l'intonation chantante et exagérée que les gens réservent aux petits enfants et aux animaux. Si je me concentrais, je pourrais identifier ces mots, mais ça me sert à rien. Je sais bien ce qu'il est en train de me dire et une variation de « gentil le chien, gentil », répétant en boucle sur différentes notes. Il tend les mains, paumes en avant, de manière à me repousser, contredisant par son langage physique le message que sa voix voudrait transmettre. N'approche pas, gentil le chien, n'approche pas, gentil le chien. Et les gens se demandent pourquoi les animaux ne les comprennent pas. Je flaire les relents de négligence et de déclin que dégage son corps. Une odeur de faiblesse, comme celle d'un vieux cerf en marge de troupeau qui représente une proie de choix pour les prédateurs. Si j'avais faim, ce serait l'odeur de mon repas. Par bonheur, ce n'est pas encore le cas, ce qui m'évite de devoir lutter contre la tentation, le conflit, la répugnance. Je m'ébroue, ce qui fait jaillir la condensation de mes narines, puis me détourne pour remonter l'allure en bondissant. Devant moi, un restaurant vietnamien. L'odeur de nourriture s'est incrustée jusque dans la charpente de bois et de bâtiments. Un ventilateur aspirant tourne lentement, émettant un cliquetis chaque fois qu'une de ses lames approche la grille. Au-dessous, une fenêtre est ouverte. Des rideaux ornés d'un motif délavé de tournesol ondulent dans l'air nocturne. À l'intérieur, j'entends des gens qui sifflent et grondent dans leur sommeil. J'ai envie de les voir. Passer le museau par la fenêtre ouverte pour y jeter un œil. Un loup-garou peut s'amuser comme un fou dans une pièce remplie d'humains sans défense. Je décide d'approcher lentement quand un craquement suivi d'un sifflement me fiche. Le sifflement s'adoucit avant d'être noyé par une voix cassante évoquant des glaçons qui se détachent. Je tourne la tête des deux côtés, cherchant sa source comme un radar. L'individu se trouve un peu plus loin dans la rue. J'abandonne le restaurant pour me diriger vers lui. Nous sommes curieux de nature.